Mon invité cette semaine, Patrice Bernier. Salut Patrice. Salut Mathias. Patrice avec qui j'ai une belle connexion et j'aurais jamais, si tu m'avais demandé il y a 12 ans, si je recevrais Patrice Bernier à Mathias Brunet Rencontre et que je sois ton biographe, je l'aurais pas cru parce que les premières fois que je te croisais sur des terrains, je te trouvais dans ta bulle. Mais écoute, qui de mieux qu'un gars dans sa propre bulle pour juger un autre dans sa bulle? Et quand j'ai commencé la biographie, ça, je la raconte tout le temps. Quand Mélissa m'a dit « Ah, Patrice, il jase, il arrête pas. » J'ai dit « Non, c'est pas lui. » Puis finalement, j'ai appris à découvrir. Ben, t'es devenu non seulement, écoute, quelqu'un avec qui j'ai fait un beau travail professionnel, mais un ami, puis un ami loyal, comme il y en a peu. Je peux peut-être raconter aux gens aussi la première rencontre. Je pense que Charles-Émile était à la pré-académie, mon fils, de l'Impact. /CF maintenant, pour les besoins de la cause. Le match se termine, et là, Charles-Émile qui crie « Patrice, ton chandail! » Puis là, je suis comme, connaissant le peu que je connais de Patrice, j'ai dit « Garde, on va le déranger. » Et là, tu te déplaces vers là. Et tu me connais pas à ce moment-là. Non. Mais tu vois un petit gars crier pour le chandail, puis tu lui donnes le chandail. Oui, tu sais, à ce moment-là, si tu m'avais dit ça c'est Charles-Émile Boulet, j'aurais dit, bah, je sais pas, là, j'ai donné à un jeune, là. C'est juste que comme tu m'as mentionné, toujours dans ma bulle par moment. C'est juste que c'est sûr, quand le monde apprend à me connaître, il voit que c'est beaucoup plus ouvert. Très différent. Donc, le monde du sport raffiné m'a fait développer une carapace. Mais non, à ce moment-là, c'est... Tu sais, après les matchs, une fois que le match est terminé, j'avais une pensée, parce que je l'ai dit dans la biographie, quand je suis revenu à Montréal, je ne suis pas revenu parce que nécessairement c'était un défi sportif. Moi, c'était rester en Europe, qui était beaucoup plus grand défi sportif. Mais c'était un défi pour le soccer, puis d'être chez nous au Québec, puis d'avoir une identité un peu plus claire sur on n'est pas juste bon à jouer au hockey. Ouais. Et fait qu'après les matchs, c'est sûr, si je suis proche, puis le monde sont proches, puis j'entends, ma réflexion, c'est oui, tu sais, maillot, je l'ai. Puis au début, j'étais habitué en Europe, tu sais, tu donnes le maillot, puis on en fait un autre. Là, c'est après que les gens ont dit hey, attention, là, vous ne pouvez pas donner des maillots à tous les matchs. Mais à ce moment-là, tu entends un kid qui crie, puis tu vois, puis tu fais le regard. Puis surtout, tu sais, je vais dire, s'il y avait 15-16 ans, j'aurais peut-être pas pensé à un jour, mais vu qu'ils sont plus jeunes, tu dis, tu sais, c'est un souvenir. Puis c'est peut-être un moment que le kid va se souvenir qu'il fait quelque chose pour lui dans sa route, qu'il vienne jouer pour le soccer, tant mieux, mais je veux dire, peut-être que ça fait un moment de dire, hey, j'ai une reconnaissance, une valorisation, puis ça lui donne un déclic de pousser, un déclic de confiance, on peut dire. Puis voilà, à ce moment-là, comme je dis, on n'avait aucune connexion, c'est juste plus tard que ça s'est... Puis il est encadré, ce maillot-là, puis on va y revenir tantôt aussi, puis tu vas voir à quel point ça a été un moment important pour les Brunets également. Patrice, puis ça, je le dis souvent, c'est rare un athlète, tout sport confondu, qui se retire à ses propres conditions, puis dans des moments extraordinaires. Puis pour ceux qui s'en rappellent peut-être pas, là, je sais qu'on a des mordus de foot aussi qui vont regarder l'émission puis qui s'en rappellent, mais cette dernière journée, tu as choisi le jour de ta retraite et ça a été vraiment... Écoute, est-ce qu'il y aurait pu avoir un meilleur scénario que ça? On a pu gagner le match. Oui. On a perdu. Puis, j'aurais préféré que l'année, on finisse aller en séries éliminatoires, peut-être finir la coupe, parce que l'année d'avant, on avait quand même été en finale d'association. C'est sûr. Mais si tu dis de bien finir, j'ai toujours eu en tête comment Zinedine Zidane a terminé. Puis qu'il avait annoncé assez tôt qu'il terminait sa carrière. Ah oui, hein? Puis que, si je me rappelle bien, ça finit avec la Coupe du Monde 2006. Et là, moi, je me dis... Puis j'ai surtout aussi vu beaucoup d'athlètes qui... La fin de saison où une blessure a dicté la fin de sa carrière. Ouais. Puis, tu sais, il y en a plein qui m'ont dit « Tu devrais continuer jusqu'à temps que tu aies terminé jusqu'au bout du rouleau. » Puis j'ai dit « Moi, je veux avoir l'image que j'aurais pu continuer. » Puis j'étais encore je ne vais pas dire au sommet de ma forme, mais j'étais encore capable de contribuer. Et donc, quand c'est venu, puis pour être très vrai, pour revenir en arrière, j'étais au Danemark. Puis conversation avec un coéquipier à ce moment, puis j'avais comme 30-31. Puis tu sais, le monde commence à avoir des conversations jusqu'à temps que tu veux jouer. Puis je sais pas pourquoi j'ai dit 38. Mon coéquipier dit « Tu veux jouer jusqu'à cette heure-là? » J'ai dit « Ouais, j'ai 30-31, je me sens bien, je vois pas pourquoi arrêter. » Tu sais, il dit « Je sais pas, 38, c'est un bon âge pour arrêter. » Et quand est venu 2017, départ de l'année, j'ai dit à ma femme, je pense que c'est la dernière année.
J'ai dit, je pense, je vois que je m'y donne plus comme avant, à être prêt année après année. Les enfants sont là, je commence à avoir d'autres priorités. Donc, je préfère mieux l'annoncer dès le départ que d'arriver à la fin de la saison et dire, ouais, je joue pas, je suis blessé, puis ouais, je suis désolé, je dois faire une lettre, une écrire, puis dire, ben mes derniers jours seront ceux-là. Tandis que là, j'avais un peu une façon de dire, ben est-ce que je peux finir sur un high? Puis le high, c'était, ben, on avait fait la finale de l'association d'Est. Fait que je me dis, attends, si on fait le même périple, puis on va jusqu'au bout, ça serait la meilleure façon de terminer. Puis, mais quand même, je finis le 22 octobre 2017, puis je marque un penalty, mes parents sont là, sont derrière. Derrière, Ils sonnent la cloche de ton but. Oui, et puis penalty, ce qui était ma marque de commerce, là, le temps que j'étais à l'Impact au CF Montréal de 2012 à 2017. Donc, et c'était juste dire, je peux clôturer d'une façon où je laisse une bonne image. Parce que trop souvent, j'ai vu des athlètes qui finissent, puis on se souvient souvent de comment tu termines. On se souvient de ta carrière, mais on se souvient souvent, ça aurait pu mieux terminer, ça aurait pu être... Puis moi, à la fin, je me dis, tu sais quoi? J'ai dit, ouais, j'aurais peut-être pu jouer. Puis même, je ne vais pas le cacher, j'ai eu le feeling de dire, pourquoi pas une autre année? Ouais. Là, j'ai compris qu'il allait y avoir des changements. Ça ne me tentait pas d'embarquer dans un nouveau cycle. J'avais donné 6 saisons à corps et âme. Puis oui, puis à la fin, quand je regarde, je dis, il y a eu des beaux moments, puis ça finit d'une façon, ce que je peux dire, j'ai quitté le terrain sous mes termes. Oui. Y a-tu un pénalty, parce que tu en as eu des pénalités dans ta vie, là? C'est-tu celui où tu as été le plus nerveux? Ou non. un de ceux? Non, un de ceux, oui. Parce que là, parce tu que finis, là. J'ai les parents, j'avais pas tiré de pénalité pour un petit bout de temps, parce que à ce moment-là, c'est Nacho qui tirait, il y avait eu Marco Devao avant, puis j'avais un rôle plus secondaire ou complémentaire par la fin de ma carrière. Puis tu sais, là, il y a pénalty, puis je me dis, bon, c'est un exercice que j'ai déjà fait, mais tu veux pas rater parce que c'est peut-être la seule occasion de marquer un but. Mes parents sont derrière pour sonner la cloche. J'ai dit, bon, ils vont pas venir faire ici pour pas sonner la cloche, même s'il y a eu un autre but avant ça. Et de bien clôturer, puis une façon de dire merci à mes parents aussi, parce que c'est de marquer les buts, ils sont juste là. Donc, comme de fait, ça s'est bien déroulé. Mais oui, si tu regardes les images, j'ai toujours pris une bonne respiration, mais celle-là était un peu plus... fallait que je la prenne bien plus long, puis laisser le soupir là, expirer pour vraiment évacuer toute la pression, puis juste tirer, puis marquer. Ouais. On va parler de la biographie que j'ai écrite. Écoute, ça a été une belle surprise quand tu m'as demandé, parce qu'on se connaissait très peu aussi à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Hein. Non, ça, je peux le raconter, c'est que mes parents avaient croisé Régent Tremblay quand on avait fait... la tournée, disons, la Ligue des champions 2015. Ouais. Puis il était venu au Mexique. Puis mon père, puis mon beau-père étaient avec lui de la journée, il racontait, puis il racontait des histoires. Puis à la fin de ce périple-là, tout le monde disait, tu devrais écrire un livre. Il y a tellement de livres de soccer, de hockey, il n'y a pas de livre de soccer. Puis quand il est venu 2017, à la fin, j'ai eu une conversation avec Régent, puis je suis juste dit, tu sais, OK, je pense que j'ai compris le concept. Je ne suis pas vraiment quelqu'un, je te connais un peu, je suis assez réservé. Je ne suis pas quelqu'un qui veut dévoiler ce que j'ai fait ou ce que j'ai connu. Puis là, c'est lui qui m'a dit, écoute, Mathias Brunet, il a fait tel livre. Moi, je pense que c'est quelqu'un. Puis en plus, il dit ses enfants sont au soccer. Puis je voulais quelqu'un qui n'était pas nécessairement très collé à moi. Ça veut dire qu'il m'a connu comme joueur. Je n'étais pas collé pantoute. Parce que je me suis dit, tu sais, comme me connaît bien, est-ce que ça va être pareil que quelqu'un qui est plus neutre? Qui, là, apprend l'histoire dans son âme, puis peut-être une neutralité à dire, oui, on peut raconter ça, ou hey, je connais cette histoire-là, tu devrais en approfondir là-dessus. Donc, puis c'est venu, ton nom est venu, puis là, c'est là, comme j'ai dit, j'ai eu ton numéro, on a appelé, puis premier vibe sur le dessus, puis après ça, voilà, j'ai vu les livres que tu avais écrits aussi. Puis là, après ça, l'histoire est écrite depuis ce moment-là. Il y a tellement de coïncidences que des fois, tu te demandes si c'est des hasards aussi, puis on va y revenir aussi. Tu sais, l'impact que tu as eu pour mon fils, de travailler avec lui, non seulement en vidéo, mais sur le terrain. Puis j'ai fini la dernière ligne de ce livre-là. Puis je me rappelle, on a soupé après ça. C'était dans une chambre d'hôpital à Sainte-Justine. Charles-Émile avait une appendicite, mais on ne l'avait pas détecté au départ. Okay. Ça s'était aggravé. Il était gros. Écoute, c'était inquiétant. Puis j'étais à son chevet pendant 2 semaines. Puis j'ai fini ce livre-là à l'hôpital. Écoute, c'était vraiment spécial. Puis moi, il y a un chapitre qui m'a vraiment... Il y a un moment
que tu me racontes, qui m'a vraiment marqué dans ce livre-là. Et je l'ai cité en exemple à mes fils aussi, Antoine et Charles-Émile, quand ils prennent un peu les choses pour acquis. Puis je veux que tu me rappelles, puis pour ceux qui ne suivent pas tant le soccer, ce moment-là dans l'autobus à Kaiserslautern, tu signes un contrat en Allemagne. Oui. Et tu me dis après que tu as peut-être pris les choses pour acquis. Peux-tu raconter d'abord à quel point c'est gros, ce que tu viens de signer là, puis ce qui s'est passé? Ouais, c'est l'été 2007. Puis j'avais été en Norvège depuis 4 ans. Puis mon objectif, c'était de passer à un plus haut niveau, puis un pays plus gros, un championnat plus grand. Il y avait beaucoup de tractations des équipes, tout ça. Puis finalement, c'est venu sur Kaiserslautern, qui était en Allemagne, qui est comme le 5-6e plus gros club en Allemagne, ou du moins populaire, et surtout d'avoir gagné le championnat allemand. Et ça, c'est mai-juin 2007. Et je signe. Et entre-temps, je sais que je vais me marier avec Mélisa. Ça faisait déjà 10 ans qu'on est ensemble, puis on va se marier cet été-là. Et je signe, puis là, à ce moment-là, pour moi, j'arrive en Allemagne. Puis l'Allemagne venait juste d'avoir eu la Coupe du Monde 2006. Et connaissant Kaiserslautern, moi, je me suis dit, voilà la porte qui va entrouvrir, la grande porte qui va s'entrouvrir, puis qui va ouvrir peut-être une plus grande. Parce que moi, je me dis, après ça, si je passe là, le Bayern Munich, Borussia Dortmund, la Bundesliga, c'est là, et on ne sait pas ce qui peut arriver, la Ligue des champions et compagnie. Fait que j'arrive cet été-là, j'arrive à la maison, puis je sais qu'il y a le mariage qui s'en vient. Puis de tous les étés, j'ai jamais pris de pause. Pause, oui, je m'entraîne pas soccer, mais je m'entraîne. Je me maintiens en forme, parce que je me suis toujours dit, maintiens en forme, parce que quand tu arrives, je ne veux pas donner de chance, de délai, je vais arriver en pleine forme. Puis cet été-là, j'ai pris une pause. Oui, il y a le mariage, mais j'ai pris une pause qui est 2-3 semaines, puis je me dis, je vais arriver, je suis déjà en forme, puis en plus, j'arrivais d'un championnat, parce que le championnat norvégien avait déjà commencé. Il arrivait en mi-saison. Je dis, 2 semaines, c'est correct, profiter, prendre le mariage, puis je vais arriver. Puis je suis arrivé, oui, comme de fait, en bonne forme que je connaissais, mais pas en excellente forme. Puis les premiers mois ont été bien. Oui. Avant les premiers mois, dis-moi, raconte donc aux gens à quel point c'est gros, avec des exemples, comme je sais que les autos dans le stationnement. Quand tu arrives là, en Allemagne, c'est comme le Canadien, mais encore plus gros. Encore plus gros que le Canadien? Oui, parce que le Canadien, on est fan, on croise les joueurs, mais les gens sont fanatiques de leur équipe. Au point que, par exemple, on voit des pratiques, les gens, je vais tout me rappeler, une petite auto qui est stationnée sur le côté du stade. Puis tout le monde passe, puis tu vois, les gens, ils ont un gars qui a l'écharpe, puis on les explique que c'est un fan, il voudrait que tu signes l'auto. Puis là, on signe tous l'auto, puis les gens, ils sont dévoués, que tu sois au chômage ou pas, tout ton investissement est fait dans le club. Le club, c'est ta tradition, c'est la hiérarchie, famille, père, fils, fille, mère, et tout ça. Puis surtout à Kaiserslautern, c'est une ville de 90 000 habitants. Puis il y a un stade de 50 000 places. Wow. Puis plein. Puis plein. Puis quand tu arrives là, j'arrive dans... Surtout, mes premières fois, c'était arrivé dans le stationnement. Parce que j'étais en Norvège, puis la Norvège, c'est un peu comme au Québec, tu sais. C'est pas flashé, c'est pas... Tu mènes ta vie, même que tu es riche ou pas, on ne le saura pas. Tandis que quand tu arrives en Allemagne, puis tu arrives au soccer, là, tu comprends que tu es dans Hollywood. Là, tu arrives, puis tu sais, n'oubliez pas, c'est le pays de BMW, Audi et Mercedes. Et là, il y en a plein. Puis là, c'est à ce moment-là, la Audi S5, je pense, c'est le premier modèle, le S4, là, c'est le premier sportif. Ça, ouais. Et moi, j'apprends ça quand j'arrive là. Puis là, je vois les voitures que les joueurs ont. Puis moi, je me suis toujours dit, tu sais quoi, j'ai toujours aimé un Mini Cooper. Ouais. C'est petit, c'est compact, ça rentre, tu peux stationner partout. Puis en Europe, c'est très, très, très restreint. Fait que, tu sais, et moi, quand je répète à mon agent, je dis, parce qu'il me dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as un salaire, puis tout ça, puis tu sais, je dis, je vais m'acheter une Mini Cooper. Puis là, j'étais floqué du numéro 10 à Kaiserslautern, puis le numéro 10, c'est un numéro mythique au soccer. Puis il m'a juste dit, mais le numéro 10 ne peut pas conduire une Mini Cooper. Je dis, ça, c'est quelque chose du jeune de 16, 17, 18 ans qui signe, pas un joueur qui a 28, 29 puis qui porte le numéro 10. Puis dans ma tête, je suis comme, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, que je conduis du Mini Cooper que les autres. J'ai jamais été conscient de ce que les autres pensent de moi. Ouais. Ça me dérange vraiment pas. Mais tu sais, c'est resté accroché, puis je me suis retrouvé à acheter une Mercedes SL 320, puis c'est un coéquipier qui voulait s'en débarrasser, puis c'était bien. Puis c'est la première fois que j'ai commencé à dire, je gagne bien ma vie, je pourrais avoir une auto qui va en consortium de où est-ce que je gagne ma vie. Mais c'était pas moi.
Puis, au fait, cette année-là aussi a été un peu pas moi. Donc, quand tu dis de rester intègre à soi-même et rester dans ce que tu dois faire, puis ce qui t'a mené là, cette année-là, je le prends exemple quand je fais des conférences, il dit, je me suis assis sur mes lauriers. Ah oui, vraiment. Hein? Et là, je me suis dit, je suis là. Puis avec ce que j'ai déjà démontré, les autres portes vont ouvrir. Mais à la fin, tu arrives là, puis il y a d'autres mondes qui sont pareils que toi, qui veulent la même exacte chose. Puis c'est encore plus concurrentiel, plus compétitif. Et l'argent prend encore plus de valeur quand tu es dans des championnats comme ça. Donc, puis à la fin, je me suis dit, tu sais, sur le moment, tu n'y penses pas. Mais plus tard, j'ai dit, ça vient de cet été-là. J'ai pris une pause. J'aurais dû jamais prendre de pause. C'est à cause de cette pause-là, tu penses que... Oui, je sais, je me connais. J'ai pris une pause parce que j'étais à l'équipe nationale 2007. On a connu en plus un Super Gold Cup cette année-là. Tout allait bien, je me marie, puis j'ai signé, je m'en viens où ce que je m'attendais à être. Et j'ai pris une pause, 2 semaines et demie. Puis certains vont dire, une pause, soccer, c'est 11 mois, 12 mois l'année, mais il n'y a pas de pause dans le monde sportif élite. Tu es soit en saison ou tu es en préparation de ta saison. Puis est-ce que c'était intimidant là-bas par rapport aux médias, par rapport au stade, quand tu rentres au stade la première fois? C'est différent de la Norvège, puis... Ah oui. Quand je dis, c'est comme le Canadien, mais... Tu sais, j'avais joué dans les stades de 20, 30, 40 000 places, mais là, Kaiserslautern, c'est un stade de 50 000 places. Puis même si c'est en Bundesliga 2, tu as 7 ou 8 ou 9 clubs qui ont la même moyenne de foule. Puis la moyenne de foule en Bundesliga 2 est plus grande que la MLS, plus grande que certaines premières divisions au niveau d'affluence. Puis, tu sais, Kaiserslautern, ce qui est particulier, c'est que le stade, il est sur un mont, il est sur le haut de la ville. Ouais. Puis la première fois, pour expliquer comment ça fonctionne là-bas, c'est que même si tu joues à domicile, tu vas à l'hôtel. Fait que là, tu joues normalement le samedi après-midi ou samedi soir. Puis le vendredi soir, après ta pratique ou après la pratique de l'après-midi, tu vas à l'hôtel. Puis tu prends l'autobus pour venir à ton propre stade. Et quand tu prends l'autobus, il y a une marée de gens qui arrivent. Un peu comme si tu te remportes à l'entour du Centre Bell, là, tu vois du monde avec le maillot des Canadiens. Ouais. Mais là, imagine, il y a une colline, tu prends l'autobus, tu montes, puis c'est que rouge. Puis les gens, quand ils voient l'autobus, c'est une fanfare. Un peu comme on traite les joueurs canadiens, c'est vedette arrière, l'équipe est là, alors les gens sont comme Kaiserslautern, ils chantent les chants, tout ça. Puis tu arrives dans le stade, il y a toujours ce côté-là de voir un stade que tu dis est massif, 50 000, mais quand tu vois après qu'il est rempli, puis le premier match, puis tu vois la tribune derrière le but, qu'il y a 17 000 personnes, puis c'est eux autres, c'est... Nous, il y a le collectif, il y a les 1642, il y avait les ultras avant, on sait pas. Imagine 17 000 personnes comme ça. Puis c'est ça quand tu arrives à Kaiserslautern. Puis là, c'est comme... Je vais pas dire que c'est intimidant, mais pour un moment, je me dis, man, j'ai regardé les matchs. J'étais à Brossard à regarder les matchs, puis je dis, attends, là, je vis ces matchs-là. Là, je vis. Fait que tu l'absorbes tout autant que tu réalises. C'est un peu surréel que tu es là, en train de jouer dans un club où ce que j'avais vu, Yuri Djorkaeff, qui a joué à la Coupe du Monde, qui avait joué là à Kaiserslautern, qui a joué à la Ligue du Monde. Puis je me dis, man, je suis dans les mêmes bottines, si on peut dire, de joueurs qui ont marqué le soccer, puis que moi, je regardais à la télé il n'y a pas très longtemps. Puis ça a duré 1 an. Est-ce que tu as eu as-tu vécu un deuil? Kaiserslautern, ça a pris 2 ans avant que je réalise l'effet que ça m'a fait psychologiquement. Oui, parce que je suis parti en me disant, bon, OK, le coach ne me faisait pas confiance, j'ai eu des blessures à la fin. Je suis parti au Danemark. Puis en étant au Danemark, tu penses toujours, tu passes à la prochaine étape, puis c'est comme, OK, mon jeu va revenir, je vais performer. Puis là, tranquillement, ton autre club, qui eux, pour être très clair, c'est l'FC Noord-Holland, m'avait déjà convoitisé 1 an avant. J'ai choisi de ne pas aller là en allant à Kaiserslautern. Fait qu'ils me prennent, puis là, tu joues, puis, tu sais, à un moment donné, ils sont comme, ouais, Patrice, tu sais, puis t'es comme, puis effet humain, sportif, défensif, de quoi qu'ils racontent? Je joue des bons matchs, là. Puis Mélisa, ma femme, qui me dit toujours, je t'ai déjà vu jouer mieux. Puis là, tu réalises, le club aussi, il te donne des petits hints, des petits... c'est sûr que comme pas tout à fait satisfait, ça t'en a un peu plus. Puis c'est là, quand je suis arrivé à l'équipe canadienne, c'était la 2e année-là, quand j'étais rendu au Danemark, là, à passer un 2007-2008, on est à 2008-2009, qu'à un camp, l'équipe nationale canadienne, il y avait toujours des gars qu'on connaissait qui étaient alentour. Puis lui, il m'a dit, t'as pas la même confiance. Tu sais, quand il dit ça, il dit, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Il dit, non, je t'ai déjà vu, je t'ai vu souvent avec l'équipe nationale. Tu joues pas avec la même verve. Puis, sur le moment, tu es défensif, mais après, tu sais, ben, pourquoi il me dit ça? Je dégage quelque chose que moi, je perçois pas. Puis après ça, je me suis perçu le travail que j'avais pas fait, parce que j'ai eu beaucoup de blessures en 2007-2008.
tout ça. Puis quand on parle de les 2-3 semaines off, ben, moi, j'y associe tout ça. Puis là, c'est la perte de confiance parce que là, c'était la première fois à Kaiserslautern que je jouais puis qu'on me faisait pas confiance. Comme j'ai toujours passé quelque part parce que je faisais partie des très bons joueurs. Puis surtout, on a eu 2 coachs à ce moment-là. Le premier m'a fait extrêmement confiance, puis le deuxième ne voulait rien savoir. Même si j'avais les tests, des scores élevés, même si dans les pratiques que je faisais, il ne voulait rien savoir. Puis c'est quand je revois ces commentaires-là à l'équipe canadienne de ce monsieur-là qui me dit ça, puis je me dis, mais il y a quelque chose. Il dit quelque chose de pas fait. Puis les blessures, je commence à comment ça j'ai autant ces blessures? J'ai jamais eu autant de blessures. Là, je me suis dit, j'ai croisé un ami ici, Dacobert Paul. J'ai dit, Daco, là, il faut que je m'entraîne. Puis là, il dit, il faut que je retrouve mon niveau. Ça veut dire, il faut que je me trouve, ce que je me pousse au maximum. Puis c'est 2010 que là, j'ai ressenti les effets de 2 ans. 1 année Kaiserslautern, 1 année au Danemark, qui ont laissé les traces. Parce que je pensais que je jouais comme avant, comme en Norvège ou à l'Impact où j'étais avant, mais c'était pas le cas. Et puis que là, je devais prouver que non, ce que vous avez vu là, il y a plus. Puis que le vrai Patrice, on ne l'a pas vraiment vu. Puis 2010-2011, comme de fait, on a retourné la locomotive, ou du moins on a relancé la locomotive. Et puis là, ben, les choses se sont remises en place. Puis là, le monde dans mon club, on fait « Ah! Là, OK, le Patrice qu'on convoitait il y a 2 ans, là, on le retrouve. Là, il fait partie de l'élite dans le pays puis dans notre équipe. Okay. Mais oui, pendant 2 ans, je le raconte, psychologiquement, tu ne le perçois pas. Jusqu'à temps que si cette personne-là ne me dit pas ces mots-là, je reste dans cette vague-là de « je fais bien, mais je ne suis pas au sommet de ce que je pourrais être. Okay. » As-tu hésité à revenir à Montréal? Hésiter? Non. Mais il y avait quand même les tractations contractuelles faisaient que je suis pas sûr. T'avais quel âge, là? T'avais début trentaine? J'avais 32. 32, 33. Mon objectif, c'était de rester là-bas, mais je m'étais mis une clause dans mon contrat que si l'Impact de Montréal vient, le CF Montréal, que j'ai une porte pour pouvoir revenir. Parce que je savais que venir chercher un joueur en Europe pour de l'argent, pas comme maintenant, ce serait compliqué de retourner. Donc, j'ai laissé la porte ouverte. Fait que hésitation, c'était pas non, je ne reviendrai pas à Montréal. Je m'étais dit, si je veux revenir, c'est revenir quand j'étais encore performant. Et non pas revenir en tour de piste pour juste dire, OK, je reviens. Puis en même temps, j'en profite parce que là, je reviens dans la sphère montréalaise puis qu'on va me connaître puis que je peux préparer mon après-carrière. Donc, hésitant, non. Mais après ça, c'est sûr, la période contractuelle de signer le contrat, ça, oui, ça m'a mis un froid à un moment donné parce que je dis, attends. J'ai dit, moi, on est venu me voir, on m'a démontré de l'intérêt. Puis là, ça stagne à se démontrer sur les niveaux contractuels. Fait que là, j'ai dit, moi, j'ai un contrat ici, puis je suis bien ici, puis ma femme, elle n'est pas prête à revenir non plus. Et fait que là, moi, j'avais comme mis tout sur glace jusqu'à temps que j'ouvre mon courriel une dernière fois. Puis qui là, m'ont démontré que les choses avaient changé, puis que là, le retour à la maison était fin et réalisable. Ouais. On va y aller avec les photos, puis ça va aussi nous permettre de parler de l'impact avec tout ça. Mais avant l'impact, on a un jeune Patrice Bernier. Oui, ça, tu sais, l'image au complet, c'est que, tu sais, le monde, là, maintenant, il regarde, il y a des suites de soccer, il y a des pads, il y a tout. Moi, j'ai joué dans les arénas. Moi, mon soccer intérieur, c'était mois d'avril, quand les arénas étaient fermées, puis qu'on enlevait la glace, ou du moins la glace était fondue. On jouait sur l'asphalte qui était glissant. J'ai des souliers Pony, la marque Pony. J'ai des souliers, des chaussettes. J'ai pas de tibia, ça n'existait pas. Et regarde, il n'y a pas de marque, il n'y a rien, c'est tout blind, mais ouais, c'était sourire de juste jouer au soccer, puis juste embarquer, puis plein d'énergie, puis en espérant un jour, peut-être, je sais pas si encore c'est 86, là, mais la Coupe du Monde 86 ça m'a marqué. Mais c'était ça. Puis ça, c'est après un tournoi, justement, dans une aréna, je sais pas si c'est à Verdun, à l'intérieur. Puis l'anecdote, ce qui était drôle, que je raconte beaucoup maintenant, c'est que c'était glissant parce que c'était l'asphalte, puis ça glissait. Fait que ce qu'ils faisaient, nos coachs, mon père qui était coach à ce moment-là, ou assistant coach, bien, il nous mettait du coke à terre, puis on trempait nos pieds dedans. Puis là, ça devenait le squish, squish, squish. Puis là, on allait pour que ça colle un peu, jusqu'à temps que tu fasses 2-3 performances, puis ça colle plus. Ou bien c'était du spray net. Et c'était ça comme ça. Il n'y avait pas de soulier futsal, il n'y avait pas de ça d'adhérence. Fait que ça, c'est le moment, disons, pur. Ça, c'est quand tu joues, puis tu penses même pas à ce moment, tu penses être professionnel. C'est juste jouer au soccer, puis j'ai de l'énergie, puis je fais des amis. La deuxième?
Ouais, c'est là. Oui, c'est là. Ça, ce moment-là, je peux le revivre à n'importe quel instant. Ça prend pas grand-chose. C'est saison 2015. Puis t'es capitaine, t'es sur le banc. T'as un sentiment de... Le mot, le beau fort, c'est d'humiliation. Parce qu'à ce moment-là, j'ai 35. Puis constamment, le coach n'arrêtait pas de dire, tu sais, t'as 35 ans, il faut comprendre. C'est comme si on me disait, ben, je dois accepter que je suis vieux puis que je n'ai plus ma place. Puis ce match-là, c'était l'opportunité de démontrer que, ben, mon savoir-faire, que oui, je suis vieux, mais je peux toujours aider l'équipe à performer et même marquer un but. Puis il n'y avait pas meilleure soirée, c'était contre Toronto FC, premier match dans l'histoire du club en séries éliminatoires au Stade Saputo. Puis jouer contre Toronto, il y a toujours une particularité. Donc marquer ce but-là, le premier. Puis après ça, la célébration, c'est clair, avec la tape sur l'écusson, sur le cœur. J'étais venu chez nous pour démontrer que je pouvais jouer, puis que les joueurs québécois pouvaient jouer. Ouais. Et quand on m'a mis sur le banc, ouais, ça a été me chercher, c'était pas Avec évident. Klopas. Ouais, c'était pas évident. Même si tous les jours tu te bats pour démontrer que tu peux jouer, puis même si tu sais que tu frappes un mur même, ce match-là, je peux revivre les frissons. Puis ce que j'aime de ce match-là, c'est les gens après que j'ai croisés, qui ont beaucoup se sont associés à mon moment de l'année. Ouais. Et puis à ce moment de, je dirais, le phénix, revivre, remonter des cendres. Je te sens encore ému quand tu vois cette photo-là. Oui, parce que, non, je savais que j'avais parlé à Mauro Biello quelques jours avant, parce qu'on avait joué Toronto le dernier match de la saison régulière. Puis j'avais dit à ma femme, tu vas voir, il dit, ils vont me mettre dans l'alignement. Puis il se dit, ça va être mon moment. Et Mauro, ce match-là, c'est-tu en milieu de semaine, ça? Parce que c'est un match de barrage, si je me rappelle bien. Et puis il m'a dit, Patrice, est-ce que tu es prêt? Je vais te mettre au milieu, puis on va mettre Nacho sur le côté. Ouais. Il dit, oui, je suis prêt. Puis après ça, l'histoire est écrite. Un but, puis après ça, la passe à Didier Drogba qui vient en troisième but. Nacho marque le deuxième. Puis comme j'ai dit, c'est 3-0 contre Toronto FC au Stade Saputo. Et c'est rare que je te vois comme ça. Émotif comme ça. Ouais, non, Ouais. ce match-là, la photo est match-là, apparue, là, puis t'as fait comme... Ouais, ce match-là, Il est important. il est important, oui, parce que c'est comme si on te met dans une boîte, puis on ferme la boîte. Puis toi, tu vois pas la lumière jusqu'à temps qu'on a ouvert la boîte un peu, puis on m'a donné la lumière, puis ça, je pouvais pas prendre cette opportunité-là. Fait que ce moment-là résume beaucoup sur cette année-là qui a pesé, qui pèse encore émotivement, mais le match, je peux le revivre à n'importe quel moment. Et tu parlais de Drogba aussi, puis j'en parlais avec Moreau Oui. quand il est venu ici, qui est une vedette internationale, qui a arrêté des guerres. C'était quoi ton... Ben d'abord, quand tu l'as accueilli, toi aussi, tu devais quand même être impressionné, malgré un parcours européen, de voir cette légende-là arriver. Puis c'était quoi ta relation? C'était quoi ta relation avec lui? Je ne vais pas dire impressionné, j'ai jamais eu ce facteur d'être starstruck des vedettes. Je sais pas, je me suis toujours... peut-être mal exprimé. Non, aussi, non, mais je là, comprends, c'est parce que, tu sais, je dis... Mais c'est sûr, j'étais surpris. Ouais. Pourquoi Didier Drogba vient à Montréal? Tu sais, puis tout le monde qui venait, c'est Los Angeles, New York, Ben oui. les plus gros marchés. Puis tu te dis, bon, il y a peut-être le facteur francophone, mais il a joué à Chelsea, tu veux être dans un gros marché où la vie jet set, si on peut dire, même si Montréal, elle n'a pas envie à plein d'autres grandes villes. Pas de Mini Cooper. Ouais, il n'y a pas de Mini Cooper. Fait que quand il arrive, moi, ma première question, c'est à lui, c'était vraiment, tu sais, pourquoi Montréal? Puis là, il m'a expliqué, il a parlé avec des amis, ils sont venus à l'école ici, le facteur francophone, ils nous avaient suivi un peu notre épopée Ligue des Champions parce qu'il avait commencé à avoir d'autres traitations. Puis après ça, franchement, c'est découvrir l'homme, là. Parce que, tu sais, on connaît le joueur légendaire, mais quand on est allé manger souvent ensemble, puis je ne vais pas te cacher, on s'est assis souvent, on est allé souper bien avant les premières semaines, parce que, tu sais, il apprenait un peu à apprivoiser le club Montréal. Ouais. C'est quoi la réalité dans laquelle elle est embarquée? Oui, je viens à Montréal, mais... Et il connaissait Assoun un peu parce qu'Assoun avait joué à l'Olympique de Marseille, puis vu que le nom, les affaires, qu'on est allé manger quelques fois, puis... Le côté que j'ai aimé, parce que, tu sais, il y a des gens, ils peuvent être des vedettes, puis dire, bon, c'est moi la vedette, puis c'est moi le show maintenant, c'est moi qui est le boss. Puis lui, avec lui, j'ai jamais senti ça. J'ai toujours senti, c'était, toi, t'es le gars de la place, toi, t'es le capitaine. Moi, je te suis, mais je t'appuie. Mais je viens ici, pas pour être touriste. Je viens ici parce que moi aussi, je suis Didier Drogba, puis
je veux gagner. Ouais. Et donc, là, de ce moment-là, une belle union, belle liaison, puis avec les joueurs, avec l'équipe, puis on a vu, 2015, ça a été spectaculaire quand il est arrivé, ces premières semaines, les premiers mois. Mais je dis, la fraternité développée, le côté humain, ça a été fort, puis je dirais que ça a aidé aussi de l'avoir, parce que tu veux toujours te mesurer par rapport au meilleur. Puis ça, c'était le meilleur que j'ai jamais passé à travers. On a Marco Di Vaio, Alessandro Nesta, mais ça, c'était probablement le meilleur qui est passé. Puis quand tu joues, tu veux te mesurer sur le terrain. Puis dire, tu veux pas qu'ils se sentent comme, bon, OK, là, il faut que j'en fasse un peu plus parce que les gars à côté de moi sont pas au niveau. Tu veux qu'ils se sentent comme, oh, attends, là, let's go, là. Je sais que toi, moi, lui, on peut faire activer les choses. Puis ça, je l'ai senti très tôt avec lui. Puis développer un lien rapide. Puis on a eu des beaux moments, là, 1 an et demi de moments spectaculaires. Puis ça doit être important aussi, tu sais, pour ta carrière. Ben là, corrige-moi si je me trompe, d'avoir ce respect et cette validation d'un joueur international aussi. Ah ouais, tu sais, le moment le plus particulier, là, si on peut dire anecdote, c'est 2016, c'est sa dernière année avec nous. Et à la fin de l'année, moi, je me fracture le pied. Puis moi, puis à ce moment-là, on parlait de finir ma carrière. Moi, je me dis, peut-être que ma carrière est finie. Si je fracture le pied, on me dit que je suis out pour 2 ou 3 mois. Et puis lui aussi, ça va pas aussi bien. Puis, tu sais, c'était pas sûr encore combien de temps que j'allais être out parce que je faisais les pratiques, mais j'avais de la douleur. Puis lui, il avait son propre kinésologue, kinésothérapeute qui venait avec lui, puis suivait. Puis, il est venu me voir, on courait après la fin de pratique, je joguais avec mes... Puis il dit, hey, ce soir, tu viens chez nous, mon gars, il va te regarder. Il dit, parce qu'il m'a dit, j'ai besoin de toi sur le terrain. Wow. Fait que là, j'ai comme... Sur le moment, tu dis, c'est Didier Drogba qui te dit, hey, j'ai besoin que tu sois sur le terrain avec moi, parce que moi, je veux performer, mais j'ai besoin de gars qui m'aident à performer. Fait qu'à ce moment-là, non seulement on avait des liens amicaux, mais c'était comme, oh, OK. Man, le gars de Chelsea, le gars de Côte d'Ivoire, le gars de Coupe du Monde, le gars qui a fait, il te dit, hey, j'ai besoin de toi, là. T'sais. Fait que là, ce moment-là, c'était touchant, là, parce que, tu sais, je suis rentré à la maison et il dit, hey, Didier veut que je vienne voir son gars, là, parce que là, même s'il n'a pas pu réussir des miracles, mais ce moment-là, c'est touchant de dire que tu as le respect d'un gars qui a joué avec des grands, puis qui considère que, pour le moment même, là, parce que je ne veux pas dire qu'il me compare à Frank Lampard, là, mais au moment même, il sent que quand tu n'es pas là, c'est pas pareil. Wow. On va passer à la suivante. Ah, ouais, Coupe du UEFA. Écoute, tout à l'heure, je te disais, j'ai passé mon temps à regarder les matchs. Puis je regardais la Ligue des Champions parce que ça commençait à être à la télé, la Coupe du UEFA. Puis un jour, tu es à la télé, puis tu te dis, hey, je voudrais vivre ces moments-là. Puis là, je joue à Tromsø, au nord du monde, en Norvège. Puis on participe à la Coupe du UEFA. Au pôle Nord. Ouais. Et puis on affronte l'AS Roma. Et l'AS Roma, c'est un grand club. Il y a Francesco Totti, il y a Cassano, à ce moment-là, Montella, Mexès, plein de grands joueurs. Puis ils étaient une des tops équipes. C'est un grand club italien, mais c'était une des tops équipes à ce moment-là en Italie. Puis on les affronte en Norvège, le soir où c'est la neige et tout. On a perdu 2-1, mais spécial. Parce que tu rêves de ces moments-là, puis c'est juste après que tu réalises, hey, t'as joué contre une top équipe Serie A là, que tu regardais à la télé, puis Olivier Dacour, comme de fait, en coachant avec Thierry Henry quelques années après. Bien, c'est un très bon ami à Thierry, il vient visiter. Au fait, Thierry fait un épisode avec lui, puis on jase, puis je lui jase, puis il se rappelle de ce match-là. Lui, il en a joué des matchs, fait que, il se rappelle pas de ce match-là, mais il dit oui, je me rappelle d'avoir été en Norvège, puis comme tu dis, le monde est petit, mais ouais, c'était spécial de jouer la Coupe du UEFA parce que j'ai pas joué la Ligue des Champions, mais je peux dire que j'ai joué le deuxième plus gros tournoi de club qu'il peut y avoir et d'avoir joué comme une équipe contre l'AS Roma, puis on a eu une belle performance, là. On a perdu 2-1, mais c'était une belle performance. Ouais. La suivante. Ah, là, ça, c'est la famille. Puis, moment particulier d'être au Panthéon du Sport, au Québec. C'est drôle, j'ai été au Temple de la Remise du Canada. Puis, on m'a mis dans le Temple de la Remise du soccer québécois. Mais celui-là était encore plus particulier. Je sais pas pourquoi. Je sais pas parce que là, c'est une connotation que c'est les autres sports. Et puis, tu es remarqué pour ton sport. Puis là, ben, mes enfants, parce que mon dernier match, les trois, lui, il a 3 mois. L'autre, a 4 ans, puis l'autre a 2 ans. Donc, leur moment de leur père jouer, il n'est pas significatif dans leur esprit. Et là, c'est le moment de dire, ben, tu sais,
tu veux que tes enfants retiennent ce que tu as fait, Ouais. même s'ils savent, parce qu'ils ont été à l'école, tout le monde parle de leur père un peu, mais ils ne savent pas ce qu'ils n'ont pas vécu. Ils ont vu les matchs, mais ils ne s'en Ouais. rappellent pas. Et là, d'avoir le trophée, puis de le vivre avec mes parents, puis ma femme, les gens qui t'ont supporté, puis les enfants qui réalisent que ce que tu as fait comme Ouais. carrière a laissé une trace du Panthéon des sports. Puis c'est drôle parce que ma fille la plus vieille, après cette soirée-là, elle a dit un jour, je vais être là. Donc, Puis c'est des bons athlètes, tes enfants, en plus. Là. Oui, ils se débrouillent bien. Je ne sais pas s'ils vont être là, je leur souhaite. Mais de facteur qu'ils ont vécu le moment, puis qu'ils réalisent l'élite, puis ce que leur père a accompli, parce que là, ils l'ont réalisé. Ma fille était un peu plus vieille, là, 12 ans, les moments, puis ils le réalisent, puis ils le vivent avec eux autres, puis mes parents qui ont fait beaucoup de sacrifices, puis les heures, puis ma femme surtout aussi. Parce que autant que c'est moi qui joue, puis comme tu es dans ta bulle, le monde sportif, c'est très... t'es très égoïste parce que c'est en fonction de tes ambitions. Ouais. Il y en a d'autres qui lèguent leurs ambitions pour que tu puisses faire la tienne. Et donc, ces moments, autant que sont les miens, autant que c'est les leurs, parce que les sacrifices qu'ils ont faits pour moi, pour me permettre d'exceller le plus loin et le plus longtemps possible. Et peut-être le seul de l'histoire, sans doute le seul de l'histoire à avoir joué Ligue de hockey junior majeur du Québec et soccer professionnel. Ouais, ça, je sais pas si je rentre dans une catégorie très... Tu sais, je sais qu'il y en a qui ont fait les deux sports, mais d'avoir été aussi loin. Donc, mais ouais, particulièrement, c'est bien. Puis oui, parce que j'ai joué au soccer. J'ai choisi de jouer au soccer au lieu du hockey, dans un pays de hockey. Ouais. Et puis que quand même, je me suis tiré bien l'affaire en une petite carrière. Veux-tu, pour le bénéfice de nos auditeurs, nous nommer les membres de ton précieux clan? Oui, si on commence de la gauche, on a ma femme, Mélisa Baril, puis en plus que moi, je joue au soccer, mais elle Ta joue femme au soccer, est ton coach. Coach aussi. Et puis ton coach personnel. Et puis, je vais dire fan numéro 1, critique numéro 1. Et après ça, juste à côté d'elle, c'est ma fille Mia Victoria, qui a maintenant 12 ans. Puis à côté, mon garçon, qui a Thiago Massimo, qui a 8 ans. Ma fille la plus vieille, 14 ans, Sophia Jade. Ma mère, Gladys. Puis mon père, Jean. Ça, c'est les gens les plus proches. Puis là, mes sœurs n'étaient pas là, mes deux sœurs, parce que autant que, oui, moi, j'ai fait mon petite carrière, puis t'es la sœur d'eux. Ouais. Mais elles autres aussi, elles ont joué, Nadège puis Sabine, elles ont joué au soccer, elles ont fait une petite carrière. Si le soccer était ce que c'était comme c'est maintenant pour elles, peut-être qu'elle aurait pu se débrouiller, parce que le soccer féminin n'était pas aussi développé qu'il est maintenant. Et ton père Jean, qui a été très, très important dans ta carrière. Très important pour le livre que j'ai écrit sur toi aussi, parce qu'il y a une mémoire encyclopédique. C'est fou, là. Oui, c'est un raconteur d'histoire, mais qui est un bon raconteur d'histoire. Puis oui, mon père a une mémoire encore vivide. Il va avoir 80 ans, puis se souvient de pas mal. C'est sûr, il y a des détails, il faut l'aider, mais c'est vraiment très vif d'esprit. Et puis ouais, si moi je suis là, c'est parce que quelque part, il m'a transposé sa passion de soccer, puis qu'elle est devenue la mienne. Et peut-être réaliser un peu ses propres rêves de jouer au soccer, parce que dans la famille, c'était pas bien vu de faire du sport. Chez mon grand-père, il fallait étudier, il fallait être dans l'éducation. Puis tu sais, on sait bien, maintenant, beaucoup de gens veulent que leur enfant soit des millionnaires, mais avant, c'était comme, va être docteur, va être professeur, va être quelque chose, parce que sportif, tu peux pas gagner ta vie avec ça. Et puis voilà, c'est bien passé. Puis Gladys, puis ma mère, c'est qu'il y a eu la droiture. C'est de comprendre que dans la vie, tu as des choix à faire, puis qu'il faut savoir les fois à faire au bon moment. Est-ce qu'il en reste une? Ah! Oui, mais comme je disais tout à l'heure, la famille, ils étaient jeunes. C'est le dernier match. Ça, c'est mon garçon, 2 mois et demi, 3 mois. Puis mes parents qui jouent au match avec ma femme. Puis, moment émotif parce que tu sais que c'est la fin. Puis, tu sais, il y a un partisan qui m'a posé la question, c'est pas un match comme les autres. J'ai dit, c'est un match comme les autres, c'est pas une fin comme les autres. Parce que tu sais que tu ne rechausseras pas les souliers pour être au Stade Saputo. Et donc, oui, puis après ça, ceux qui ont vu la fin, c'est sûr, tu crumbles quand je sors à la 81e, 82e minute. Ouais. Mais de vivre avec eux autres, c'était spécial parce qu'ils ont été là depuis tout le début. Tu sais, ma femme est là depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Donc, elle me connaît bien avant que je devienne personnalité publique, si on veut dire, ou que j'ai la carrière que j'ai eue. Puis mes parents, eux autres, c'est sûr, ils ont conduit beaucoup d'autos dans la neige, l'été, au hockey, au soccer, à me promener à droite, à gauche, à voyager, après ça, à venir me voir, puis à venir voir les matchs au Stade Saputo, même quand j'étais pas là au départ, par le temps que j'étais en Europe, puis après ça, même maintenant, quand j'y suis plus. Donc, des passionnés.
Puis que, bon, je présume qu'ils sont fiers de mon parcours, mais très fiers que j'ai pu vivre ce moment-là avec eux autres, puis que ce soit un beau moment, pas un moment de t'es blessé, puis tu peux pas apprécier ta fin de carrière. Ouais. J'ai triché. Ouais? J'ai décidé d'avoir 2 photos. OK. On commence avec la première. Ah, oui, la Le photo. fameux maillot. Et Charles-Émile doit avoir, écoute, ça fait une douzaine d'années, il doit avoir 9 ans. Et tu sais, tu l'as inspiré. Puis le fameux numéro 8, tu l'as inspiré. Comme je t'ai dit, tu l'as aidé dans son parcours, dans son apprentissage. Tu es même allé lui enseigner les pénalités à un moment où il venait d'en rater 2. Tu as appelé des coachs, des amis dans la NCAA pour essayer de le placer. Ça a été difficile. Il y a eu beaucoup de refus. Et finalement, cette année, il s'est retrouvé dans un des plus gros programmes de la NCAA avec SMU. Et ils viennent de gagner Ben là, l'enregistrement va sortir un peu plus tard, mais ils ont gagné le championnat de la plus grosse conférence. Puis quand il est arrivé à SMU, quand même, il y avait de la pression et tout ça, il était curieux de savoir quel numéro on allait lui donner. Ouais. Puis SMU lui a donné ce numéro-là, qu'on peut voir ici. Le 8. C'est-tu quand même... Ouais, ça s'invente pas, hein? don des choses, des coïncidences, des choses. Moi, je me rappelle surtout de Charles-Émile, ma maman le plus vivide, c'est parce que quand je suis arrivé à l'académie comme coach, c'était certains de ces moments peut-être les plus bas parce que là, Détruit. il savait qu'il n'allait plus y rester, puis il était petit. Ouais. Parce que juste pour contexte, les Rida Souir de ce monde étaient dans son groupe. Ce sont des amis à lui, mais ils étaient déjà beaucoup plus grands, puis lui était beaucoup plus petit. 4 et 11. Ouais, et je me rappelle d'avoir dit plus tard, les choses, le hasard des choses font que les choses se replacent des fois, puis il faut juste continuer, puis tranquillement, il a fini par grandir, puis tu sais bien, bon, tu l'as mentionné, son appendicite, plein de choses sont faites que mes amis arrivent, puis moi, pourquoi je peux pas arriver? Pourtant, on a la même âge. Puis là, maintenant, de le voir qu'il gravit les échelons, ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin tracé, il n'y a pas de chemin linéaire. Non. Souvent même que c'est pas linéaire, c'est courbé d'embûches et d'obstacles, puis c'est de savoir passer à travers parce que sous ça te forge pour être prêt pour ces moments-là, où ce que là, avant, tu étais peut-être un peu dans l'ombre, puis tranquillement, tu rentres dans la lumière, puis tu es prêt à affronter la lumière à plein fouet. Exact. Mais tu sais, quand tu t'as dit en début d'émission, tu sais, tu es allé donner le maillot à un enfant, tu l'aurais peut-être pas donné à un jeune de 14-15 ans, mais tu sais pas quelle marque tu peux laisser, puis tu regardes cette photo-là, après le maillot que tu as donné il y a une douzaine d'années, puis tu te dis, tu sais, tu as marqué la vie d'un jeune et d'une famille, puis le hasard a voulu aussi que, sans qu'on se connaisse, que j'écrive ta bio après. Fait que ça rend l'histoire encore plus formidable. Patrice, qu'est-ce qui t'occupe depuis ta retraite? Qu'est-ce qui m'occupe? Je suis toujours dans le soccer, fait que toujours dans le coaching. Là, c'est juste les enfants. J'ai délaissé un peu le CF Montréal parce que je voulais être proche d'eux autres. J'ai senti que mes parents ont donné beaucoup d'heures. Si je rentrais dans le monde du soccer de coaching comme ça aurait pu, je pense que je serais pas là, mes enfants seraient peut-être pas là, puis j'aurais pas vu leur parcours. Donc, beaucoup de coaching là-dedans. Après ça, embarquer un peu dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est de tester les autres choses. C'est oui, je suis à la télé, j'analyse les matchs du CF, j'analyse la Coupe du Monde, fait que ça me permet de vivre toujours dans ma passion. Si on m'avait dit il y a 20 ans, il y a 30 ans, tu vas faire carrière, puis tu vas pouvoir continuer à vivre du soccer, j'aurais dit, non, c'est pas possible, pas au Québec, là, pas au Canada. Donc, tu sais, je suis toujours analyste à RDS et de couvrir les matchs et la Coupe du Monde qui s'en vient. Puis après ça, entrepreneur, c'est de rentrer dans d'autres projets. Parce qu'il y a des choses, tu te dis, est-ce que je peux réussir, est-ce que je ne vais pas réussir? Ouais. Et là, je me suis embarqué dans une compagnie qui s'appelle Innov Sport, où on fait des équipements de sport. Et surtout soccer, au départ, c'était embarqué là. Des équipements de... c'est des accessoires de sport, donc des mini-buts, des planches à rebond, des choses que le coach ou le joueur a besoin. Ouais. Que, tu sais, avant, c'était, tu vas au parc, il y a des grands terrains, il n'y a pas de but, tu tires partout, puis tu cours. Là, c'est des mini-buts que les coachs peuvent utiliser quand ils font des séances parce que tu n'as pas toujours les buts avec les filets ou tu n'as pas accès aux grands buts. Tu as des planches à rebond parce qu'une planche à rebond, des fois, tu n'as pas de coach, tu es tout seul sur le terrain, tu as besoin de quelqu'un qui fait des passes. Ou même le coach, des fois, il n'a pas le temps de couvrir tout le monde. Fait que quand la planche est là pour aider, il est là. Et cette compagnie-là, on est passé du soccer et là, on embarque dans le hockey. Et là, on a créé un produit justement avec Nick Suzuki, donc nul autre que le capitaine du Canadien de Montréal. Donc, c'est particulier.
gracieuseté de un de mes associés qui s'appelle Shlomi Lévy, qui a un contact direct avec, puis on lui a parlé du projet, puis il embarque. Et là, ben, ça s'appelle le Shooter Tutor, qui est un peu un gardien de but volant. Quand tu n'as pas de gardien de but, ben, c'est difficile, tu tires dans le but vide. C'est bien, mais là, c'est un gardien de but. Il y a des toiles, mais nous, c'est pas en toile. C'est fait en puckboard ou HDPE, qui est un matériel très résistant. Puis là, on a ajouté les lumières. On a ajouté les lumières pour que ce soit réactif. On sait bien que les jeunes adorent ça, l'interaction, puis est-ce que je peux atteindre cette cible-là quand la lumière accroche? Donc, on a ajouté ça là. Et puis, on a fait 2 modèles. Modèle pour les pros, parce que les trous sont plus petits, parce que les autres, ils shootent dans un trou de souris. Puis après ça, modèle pour les amateurs, qui eux autres, le trou est un peu plus grand, réalisable, mais qui peuvent pratiquer de la même manière, puis essayer d'atteindre le niveau de Nick Suzuki, la Ligue nationale, un jour, en pratiquant. Donc ça, c'est Shooter Tutor chez Enough Sport. Ça, c'est une des entreprises dans lesquelles que j'ai embarqué, que je suis associé. Et puis là, ça se trouve où, ça, ces produits? C'est quand tu vas sur enoughsport.com. C'est sur enoughsport.com, tu y vas, là, maintenant, les produits sont là, tu cliques, tu les vois. Puis il y a déjà des clubs de soccer qui ont les produits qu'on a, mais le produit de hockey vient juste de sortir, donc ça, c'est tout nouveau. Et on espère que les équipes Ligue nationale, Ligue junior du Québec ou Jet 3 et pour monsieur, madame, tout le monde, parce qu'on a plusieurs variantes. Mais c'est sur le site, tu vas là, puis tu vois, c'est sûr, là, on essaie de mettre plus en valeur, mais sur le site, tu le vois, puis quand tu le testes, puis c'est un produit qu'à la fin, tu vas pas refuser, tu vas pas regretter. Parce que je sais, il y a beaucoup de toiles, à un moment donné, tu changes, parce que quand il y a eu 150 pucks, 250, ça, c'est fait pour résister les rondelles, mais pour continuer à maintenir, à travailler. Fait que ça, c'est un super projet dans lequel je suis fier d'embarquer. Et toi qui joues au hockey avec moi aussi, j'imagine que j'en aurais pas mal besoin, là. C'est pour tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde. Donc, tu sais, c'est comme je dis, il y a toujours le facteur de... On aime tirer au but, puis quand il n'y a pas le gardien de but, tu sais, c'est plate, tirer dans le but vide. Tu te dis, bon, j'ai pas de challenge. Si tu veux battre quelqu'un, tu veux battre le gardien de but. Puis là, ben, il y a un but qui est là avec les trous. Puis, comme j'ai dit, c'est assez gros que ça passe. Puis, ça te challenge. L'amateur qui commence, ben, les trous sont un peu plus grands. Mais est-ce que je peux les rentrer 4 fois sur 5, 5 fois sur 5 ou 6, 7 fois, 8 fois sur 10? Puis, celui élite, ben, là, il est vraiment, parce que même les pros, on a travaillé avec Nick Suzuki et Adam Nicholas, justement, le coach de développement. On a travaillé avec eux autres. Ah oui, hein? Puis, eux autres nous ont aidés à justement le raffiner parce qu'ils se sont dit, ben, dans le niveau élite, le trou, là, il est peut-être là, mais il n'est pas là longtemps, puis il faut que tu saches le mettre dedans. Fait que c'est bon que ce soit difficile. Et donc, quand tu as Nick Suzuki, qui est quand même un fin tireur, c'est pas pire de collaborateur. Donc, on est content là-dedans. Fait que ça, c'est nos sports. Et puis là, tout récemment, toujours en sport, mais un centre de soccer. Centre de soccer spécifique. Pas un complexe, le sport, là, avec un gros terrain. Un complexe plus dans l'individualisation du soccer, qui est Soccer IQ sur la Rive-Sud. Je suis embarqué, ils avaient déjà une branche, mais moi, je voulais partir quelque chose de même. Parce que je voulais mettre le mariage de l'interactif avec le terrain. Fait que à Soccer IQ, on a des terrains, parce que tu peux jouer 5 contre 5 ou 3 contre 3. Mais on a des machines technologiques qui viennent un peu comme au hockey, comme tu dis, avec les lumières, mais c'est des bandes, des ronds, parce que là, tu peux travailler ta prise d'information. Puis beaucoup de répétitions. Qui fait que quand tu es là, ben, tu touches le ballon une centaine de fois. Puis si tu viens là toute la semaine, ben, c'est quasiment comme si tu avais fait 4, 5, 6 entraînements dans la semaine. Puis on sait tous que tu ne peux pas faire 4, 5, 6 entraînements à moins que tu es chez les professionnels ou dans une académie professionnelle. Donc ça, c'est Soccer IQ qui est tout nouveau, puis qui embarque, puis que ça va être un super défi, puis super intéressant. Puis après ça, ben, je suis rentré dans un autre monde, où c'était salon exécutif, où est-ce que c'est un salon pour des membres, ou est-ce que des gens de haute sphère exécutifs qui peuvent se réseauter, puis se retrouver, puis avoir une clientèle, puis avec un ami qui a une proximité avec les personnels publics qui peuvent amener pour des conférences ou bien des événements. Fait que embarque là-dedans. T'es un homme occupé. Oui, puis comme j'ai dit, coaching, c'est les enfants sont dans les deux sports. Donc, en fait, je pourrais dire, ma première job, c'est ça. C'est les conduire à droite à gauche, puis être sur la glace ou sur les terrains avec eux autres. Wow. Et partager mon expérience, mais surtout partager les moments de voir leur croissance et leur progression à travers le sport. Patrice, merci 1000 fois. Je te laisse là-dessus, par contre, pour les auditeurs les abonnés qui veulent nous rejoindre sur Chaos Sport. Je te garde une quinzaine de minutes avec des questions un peu plus personnelles. Parfait.